Autre point aussi, c'est toute la toponymie. Là, c'est une image d'une carte. Alors, une carte, un document de travail aux Marquises, puisque j'ai eu la chance de travailler aux Marquises. Donc, où l'on avait travaillé en faisant participer l'ensemble des personnes qui le souhaitaient pour retrouver l'ensemble des noms, c'est des noms sur la côte, retrouver l'ensemble des noms liés à la mer. Et là aussi, on voit bien que ces espaces, ils sont appropriés, ils sont nommés. Et il y a des noms qui ont un sens et qui montrent toute la manière dont l'ensemble de la côte est totalement approprié. La toponymie, on la voit aussi je m'étais intéressée à la toponymie avec les plongeurs sous-marins. Alors, je ne sais pas... La mer, elle est connue aussi avec des noms. On donne des noms aux endroits où on va. Et les gens connaissent les fonds sous-marins, évidemment, à partir du moment où ils les pratiquent. Une espèce, alors voilà, c'est quelque chose aux Marquises qui a été extrêmement fort. Une espèce, bien sûr, c'est une espèce qu'il faut préserver pour tout ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, mais c'est aussi des mots dans une langue, parce qu'il y a une manière de la nommer, cette espèce, dans toutes les langues. On nomme les espèces de manière différente. C'est des savoirs qui y sont associés, des savoir-faire qui sont liés à la pêche, évidemment, mais il y a aussi les savoirs, les arts culinaires, préparer ces espèces-là, les techniques médicinales qui y sont associées, dans toutes les sociétés, on utilise aussi la mer pour ce qu'elle peut apporter. C'est aussi de l'artisanat, c'est aussi des récits, des légendes, une organisation du monde. Donc, ce qui paraît aussi intéressant, c'est que quand on parle d'écologie, c'est pas non seulement sauver cette espèce pour cette espèce, mais aussi pour toute l'importance qu'elle peut avoir dans la culture des personnes. Parce que si on perd une espèce, on perd des mots, des savoirs, des savoir-faire, des récits, etc. Assez rapidement, un océan d'îles, c'est quelque chose. Et alors, il y a un auteur du Pacifique, Epeli Aofa, qui parle très joliment et très justement de cette mer qui relie et qui explique en fait les Occidentaux, quand ils voient le Pacifique, ils voient des toutes petites îles microscopiques et il dit les gens nous pensent sur des territoires extrêmement petits, extrêmement rabougris, mais en fait le territoire dans ces espaces-là, c'est pas juste la terre, c'est toute la mer qu'il y a autour. Et cette mer, c'est une mer où l'on circule, qui relie l'ensemble des hommes. Et cette appréhension aussi pour nous continentaux de ces espaces-là, elle est souvent assez faussée. J'ai eu la chance aussi de travailler dans le Pacifique, mais aussi à Molène, en mer d'Iroise. Et quand les Molénais, qui ont une toute petite île, on peut faire le tour en une demi-heure à pied, à peu près. Toute petite île, mais quand ils parlent de leur territoire, c'est pas juste l'île, c'est aussi tous les îlots qu'il y a autour, c'est aussi tous les espaces marins qu'ils connaissent parfaitement, qu'ils vont... tout le monde sort, quoi. Beaucoup ont un petit bateau, ils vont, ils viennent, et leur appréhension du territoire est totalement différente de celle qu'on peut avoir. D'ailleurs, au niveau administratif, Molène, c'est l'île Molène. Tout le reste, tous les îlots appartiennent au Conquet. Pour eux, c'est pas du tout ça. C'est l'archipel de Molène et l'ensemble des îles qui ont du sens. Donc, c'était voilà pour dire aussi que cette mer qui relie, c'est des liens au sein d'un territoire, c'est des liens entre les territoires, entre les îles, c'est aussi des liens entre les îles, entre les archipels, entre les continents. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bon, je n'ai pas résisté pour mettre cette photo des personnes du Pacifique, des habitants du Pacifique qui savent très bien comment cette mer relie, et cette mer un avenir, un passé, un présent et un avenir. Une petite citation pour dire que je trouve très belle. Je vois le monde comme je suis, je ne le vois pas comme il est, pour dire que chaque population a construit un lien particulier avec l'océan. Et c'est ces liens qui sont intéressants à comprendre, notamment quand on met en place des politiques de protection de l'environnement, parce que la relation, elle est toujours singulière, même si il y a un certain nombre de convergences entre les sociétés. Pour terminer,
toujours, voilà, j'ai pensé alors un avenir pour l'humanité, cette mer qui relie. C'est aujourd'hui un espace qui devient un espace de plus en plus politique. Mais à prendre le terme politique dans le sens fort du terme, c'est-à-dire que c'est un espace qui devient un espace où les hommes s'organisent. Les hommes se sont toujours organisés, je vais essayer de vous le montrer de manière très rapide, mais aujourd'hui s'organisent de plus en plus pour prendre soin de cet espace-là. Alors les hommes ont toujours organisé cet espace, hein, une photo de l'organisation du trafic maritime en Manche, où on organise, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Un espace organisé, des concessions conchylicoles, hein, où cet espace aussi, il a été organisé. Un espace organisé, alors là, c'est les prud'hommies en Méditerranée, qui sont les organisations professionnelles de la pêche et qui sont très nombreuses. Je crois qu'il y a 42 prud'hommies, j'ai peur de dire une bêtise, en Méditerranée, et qui organisent la pêche. Et ça a toujours, ça a existé depuis longtemps. Donc c'est vraiment, on est dans un espace qui a toujours été organisé. Aujourd'hui, on essaye de le concevoir un petit peu différemment, pas juste organisé sectoriellement comme j'ai essayé de vous le montrer par le trafic maritime, la conchyliculture, la pêche, mais de le penser plus politiquement. Cet espace organisé, il est aussi, il a été organisé pas uniquement en Occident ou en France. Il y a une organisation très spécifique de cet espace, mais aussi de l'espace terrestre, qui est le Raoui en Polynésie française et dans le Pacifique plus largement, qui est une forme d'interdiction temporaire de prélèvement dans les espaces marins, mais aussi sur les espaces terrestres. Le but n'était pas forcément écologique, le but était d'avoir des ressources suffisamment abondantes à un moment donné pour les grandes cérémonies. Et donc on interdisait la pêche, on interdisait les prélèvements, prélèvements aussi de coquillages, de crustacés, pendant un moment donné. Aujourd'hui, le Raoui, sous une forme qui est une forme qui s'inspire de formes plus traditionnelles, est une forme qui est mise en avant pour protéger l'environnement et non plus seulement pour avoir des activités traditionnelles. Donc aujourd'hui, on a cet espace politique, notamment à travers les aires marines protégées. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander, voilà, est-ce que ce sont de nouveaux territoires avec des limites? Bien sûr, les aires marines protégées ont des limites, avec des organisations, des modes de décision et des dénominations. Hein. On nomme l'ensemble des aires marines protégées. Et donc, on voit que ces territoires qui étaient autrefois organisés le sont aujourd'hui pour beaucoup, hein, parce que la France, je pense qu'on est... Alors là, je vais dire une bêtise, je regarde les personnes... C'est un des États où il y a le plus de protection, avec 22% des aires marines qui sont des espaces marins qui sont protégés de différentes manières en aires marines. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on crée de nouveaux territoires où les hommes, quelle que soit leur relation à la mer, peuvent interagir pour réfléchir à ce que doivent être ces espaces-là. Bon, là, je ne voudrais pas vous embêter trop avec ces concepts-là, c'est très dur à dire en plus, déterritorialisation, reterritorialisation. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les espaces marins, j'ai essayé de vous montrer qu'ils étaient connus, appropriés, organisés. Aujourd'hui, on les conçoit, on recrée de nouveaux territoires, notamment à travers les aires marines protégées. Ça ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, parce qu'on passe de formes territoriales à de nouvelles formes territoriales, mais ces nouvelles formes territoriales sont aussi importantes à prendre en compte, puisque la plupart d'entre elles sont aujourd'hui conçues en accueillant, en acceptant ou en mettant en discussion les espaces marins avec de nombreux acteurs qui sont des acteurs extrêmement différents. Alain Corbin, quand il a écrit son ouvrage que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est un ouvrage qui reprend un petit peu la relation que les hommes, les Français,
entretenaient avec la mer, les liens que les Français entretenaient à la mer 18e, 19e, parlaient d'un territoire du vide. Aujourd'hui, et des géographes comme Paskov l'ont montré, on est dans un territoire du trop-plein. On a changé totalement notre relation à cet espace-là. On est dans un espace qui est à la fois fragile et qui doit être géré, et un espace qui est extrêmement approprié. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et qui est intéressant du point de vue de l'anthropologue, c'est comment les acteurs de ces territoires-là, à la fois s'engagent, et comment on leur permet, le mieux possible, j'espère, on leur permet de s'engager aussi pour protéger leur environnement. Et les parcs naturels marins, si on prend que cet exemple-là des terres marines protégées, aujourd'hui, c'est des comités de pilotage, comités de gestion qui accueillent évidemment les services de l'État, les scientifiques, mais aussi les pêcheurs, les plaisanciers, les industries du tourisme, les collectivités territoriales. Et ça, c'est de parler aujourd'hui ensemble d'un même espace, c'est quelque chose qui est très nouveau et extrêmement intéressant, alors pour un scientifique à étudier, à voir, mais aussi voir comment ça transforme petit à petit les mentalités. Alors peut-être que moi je suis trop optimiste par rapport à mes collègues, mais je vois aussi les hommes et femmes s'engager dans ces territoires, des territoires qu'ils aiment, qui font partie de leur culture et qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, quand même envie de protéger. Merci. Merci Frédéric. On voit en fait des points de vue sur le même objet hein, qui est l'océan, qui sont assez intéressants dans leur complémentarité. Donc on avait souhaité en fait de terminer par un témoignage. Et c'est pour ça qu'on a invité Aurore pour qu'elle nous raconte un petit peu, non sa vie, mais ce qu'elle fait et sa relation très privilégiée à l'océan par une activité qui est tellement évidente depuis que l'humain existe, sans des bouteilles ou des machins compliqués, hein, pour aller le visiter sous la surface. Bonsoir à tous. Merci au ministre de m'avoir invité. Merci à Gilles. Merci à mes collègues d'avoir si bien ouvert le chemin. Et merci aussi à Frédéric d'avoir apporté cette énergie positive pour l'humain, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas considérer l'océan sans l'humain. Moi, j'avais envie de vous parler ce soir de mon témoignage et un peu de ma transition écologique et solidaire. Parce que c'est vrai que ces dernières années, je suis passée d'une quête personnelle des profondeurs avec des records, des ambitions, tout ça, à une prise de conscience majeure sur le fait que l'océan est notre origine, notre présent et notre avenir. Et l'envie non seulement de partager le lien très fort et fondamental que j'ai avec la mer, et puis là, ces dernières années, l'envie de donner la parole aux scientifiques à travers mes documentaires. Donc c'est un peu cette transition que je voudrais vous raconter ce soir, en passant du pôle Nord au pôle Sud, puisqu'un voyage, une expédition, un record au pôle Nord m'amène aujourd'hui à un projet de documentaire scientifique dans les terres beaucoup plus australes, les terres australes antarctiques françaises. Voilà. Et je vais aussi vous parler d'un champion du monde d'apnée, un explorateur et un océanographe, et ce n'est pas un être humain. Je vais vous le faire découvrir tout à l'heure. La première des choses, c'est restaurer ce lien fondamental et vital avec l'océan. Moi, je l'entrevois de deux façons, l'immersion et la connaissance. L'immersion, cette photo que vous voyez là, elle était prise au Vanuatu. Je suis en train de filmer un dugong. Et en fait, elle évoque à la fois l'immersion, le plaisir, l'émerveillement, toute cette force que j'ai ressentie, cette force vitale que j'ai ressentie en plongée en observant ce dugong, et en même temps l'envie de filmer, de témoigner, et aussi de déclencher une campagne de recherche scientifique bientôt qui va s'appeler Siren Song et qui va étudier les dugongs à travers tout le Pacifique pour les protéger. Parce que son lointain cousin, enfin son proche cousin, on va dire, la rétine de Steller, qui est un animal mythique pour moi. Je ne pourrais jamais plonger avec, mais j'ai pu plonger avec le dugong.
En fait, la rétine de Steller a disparu quelques décennies seulement après avoir été découverte par Steller, qui était le naturaliste, pour moi un guide spirituel, chacun a le sien, qui était le guide naturaliste de l'expédition de Vitus Bering. Et il a découvert la rétine de Steller, qui a été chassée et éradiquée de la planète à la fin du XVIIIe siècle. Pardon. J'allais dire 19e, tellement je suis optimiste, mais non, c'est fin du XVIIIe. L'immersion et la connaissance. Donc moi, au tout début, c'est l'immersion, mon lien avec la mer. Je suis née en Méditerranée, j'ai tout le temps plongé, j'ai énormément plongé en Grèce. Et puis un jour, j'ai eu envie d'explorer la mer, d'aller voir les abysses, les profondeurs. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience très forte en 2012. Je vous fais un raccourci, je ne veux pas vous raconter toute ma quête des profondeurs. Je vais aller tout de suite en 2012, où en septembre, j'ai fait un record de France, 76 mètres à la monopalme. Et il y a eu un petit clin d'œil, parce que quelques jours plus tard, dans la presse, il y a eu un autre record, tellement plus important que le mien, et tellement plus grave, qui était le minimum estival de banquise. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très clairs avec la banquise annuelle, en fait, c'est celle qui se forme l'hiver et qui fond au printemps, au contraire de la banquise pluriannuelle qui est beaucoup plus pérenne. Et donc, en septembre, on peut savoir quel est le minimum de banquise de l'année en cours, puisqu'elle a fondu tout l'été. Et c'est là où on voit vraiment le rétrécissement de la banquise annuelle. Et donc, ce 16 septembre, il y avait ce record-là, 3,41 millions de kilomètres carrés, et c'était la moitié de la superficie en septembre 1979. C'est juste pour montrer la rétraction de la banquise. Moi, ça m'a donné envie d'aller voir de plus près la banquise. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses, de témoignages, de documentaires, d'articles, tout ça, mais c'est bien aussi d'aller dans l'eau. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc moi, je me suis dit, les records, les compétitions internationales, c'est très bien, mais ça apporte pas grand-chose à l'océan. Mais j'ai envie d'aller voir l'océan Arctique, j'ai envie d'aller voir la banquise, j'ai envie d'aller plonger sous la banquise. Donc j'ai organisé une expédition pour aller sur la côte nord-ouest du Groenland, à Uummannaq. Et voilà, je vous ai montré un petit peu la baie d'Uummannaq. Et je voulais plonger sous cette banquise pour pouvoir découvrir l'écosystème de la banquise et savoir quelle vie elle recèle, quel trésor de vie elle recèle. Et je n'avais pas les moyens de pouvoir emmener des scientifiques avec moi. En plus de ça, c'était un temps très court et vous savez très bien que les études scientifiques, les campagnes scientifiques demandent des mois. Moi, j'avais juste 1 mois. Et donc, ma façon de découvrir l'écosystème banquise, c'était de plonger, d'observer et aussi de rencontrer les humides, de parler avec eux. Voilà, je rejoins aussi Frédéric parce que c'est vrai que la connaissance vernaculaire nous apporte beaucoup de choses et ils m'ont témoigné des choses sur comment ils vivent le réchauffement climatique. Et pas si mal d'ailleurs, ils s'adaptent très bien, mais en tout cas j'ai recueilli des témoignages intéressants. Donc j'arrive dans la baie d'Uummannaq, je rejoins un voilier, le voilier d'Under the Pole pour ceux qui les connaissent. Donc vous voyez bien que c'est de la banquise annuelle puisque le bateau il ne va pas rester toute sa vie ici, il est pris dans la banquise et ensuite à la fin du printemps il est libéré de la glace, il peut repartir. Et les petits points que vous voyez, ce sont des trous en fait qu'on avait fait sous la glace pour pouvoir organiser mon record. Et j'avais cet objectif de faire le record du monde de la plus longue distance sous la banquise, c'était 112 mètres. Mais en fait, ce record n'était qu'un prétexte pour pouvoir aller voir sous la banquise et puis pouvoir ressentir ce que ressent un phoque, en fait, quand il vit sous la banquise, puisque c'est son habitat principal. Et donc j'avais cette curiosité. Voilà. C'était un petit clin d'œil pour vous dire que le phoque vit sous la banquise. On verra un peu dans quelques images tout à l'heure qu'il fait même des grottes de neige à mi-chemin entre l'eau et la banquise pour avoir ses petits. Et donc quand il n'y a plus de banquise, il n'y aura plus de phoques. Donc, mon envie de témoigner sur l'écosystème de la banquise
donc c'était pas des études scientifiques, même si je comprends bien toute la vie parce que j'ai fait des études scientifiques, tout ça, mais je voulais voir la vie qu'il y avait sous la banquise. Donc on va y revenir un peu. Donc là, il y a tous les échelons de la chaîne alimentaire. Ces forêts inversées qu'on va voir un peu plus loin, que j'ai vu, le réveil de la vie sous la banquise quand vient le printemps, avec d'abord le phytoplancton, et je l'ai vu de mes yeux, c'est absolument magnifique, je vais vous montrer quelques images. Et puis un peu plus tard, le zooplancton qui mange le phytoplancton, et puis on va voir ça tout ensemble, évidemment les crustacés, les mollusques, et puis après les poissons, et bien plus haut dans la chaîne alimentaire, je vous fais un peu raccourci, nos mammifères, avec les phoques, et puis les ours polaires qui mangent les phoques. Donc moi, j'ai pas vu d'ours polaires quand j'étais au Groenland, mais en revanche, j'ai vu la magnificence de la vie sous la banquise. Voilà ce que c'est que le réveil de la vie au printemps, avec le phytoplancton. Au début, ça m'a un peu angoissée, parce que j'avais pas de visibilité, c'était assez particulier, il fallait plonger sous cette couverture de glace. Et en fait, je me suis habituée, et c'était tellement beau, tellement magnifique, que j'ai pu trouver l'énergie pour faire mon record. Vous voyez cet émerveillement que je voulais vous montrer. Voilà toute la lumière, et quand la lumière passe, il faut vous imaginer que pendant l'hiver, il y a une telle couverture de neige que la lumière ne peut pas passer, donc il ne peut pas y avoir de photosynthèse. Et quand la couverture de neige sur la banquise fond, à ce moment-là, la lumière passe, et c'est le réveil de la vie avec le premier maillon, donc le maillon végétal. Après, j'ai vu quelques jours plus tard la visibilité qui s'est améliorée avec le zooplancton qui était là, donc je voyais vraiment à l'œil nu ces petites bestioles. Beaucoup plus clair, donc voilà. Et puis aussi des morues que j'ai vues sous l'eau. Donc je voyais cette vie incroyable sous la banquise, et je prenais vraiment de plus en plus conscience de l'importance de la banquise en tant qu'habitat. Voilà, je reviens un peu sur l'écosystème. Donc vous avez vu le phytoplancton qu'on voyait tout à l'heure, ensuite le zooplancton, et puis tout ce qui est crustacés, mollusques, nos petites morues, celles que j'ai vues, qui sont mangées par les phoques, et bien sûr les ours polaires au final. Donc j'ai pu voir tout cet écosystème, et il y a l'homme aussi, bien sûr, puisque les Inuits pêchent, ils pêchent dans la glace, en faisant des trous dans la banquise, et après ils pêchent en bateau. Et c'est là où j'ai pu recueillir quelques témoignages. Parce que donc dans le petit village où j'étais, le village d'Ikerasak, c'est un village de pêcheurs. Ils ont une pêcherie, et ils pêchent le flétan, essentiellement. Et j'ai pu partir à la pêche avec eux, parler avec eux, et ils m'ont dit tout simplement, on va pas parler de chiffres, moi je vais vous parler vraiment du témoignage humain que j'ai eu, que la banquise se formait bien plus tard, plus en janvier qu'en novembre, les décennies antérieures, et puis elles font beaucoup plus vite. Moi j'y étais en avril-mai, et au mois de mai on pouvait difficilement, quand je suis partie, repartir en traîneau jusqu'à l'aéroport d'Umanak, parce qu'il y avait déjà trop de trous dans la glace, alors qu'avant elle allait jusqu'au mois de juin, juillet. Donc en fait, ils s'adaptent dans le sens où ils pêchent moins sur la banquise et plus avec les bateaux. Voilà. Ça, c'est les témoignages que j'ai eus des Inuits que j'ai rencontrés. Je reviens sur le phoque, sur les pénipèdes. Donc vous voyez, ici, on voit bien que la banquise est l'habitat principal du phoque. Il se crée une petite cabane de neige sur la banquise dans laquelle il a ses petits. Et puis il part, il va chasser, il revient. Et c'est un animal très discret puisqu'il est chassé depuis des siècles, et par les Inuits encore, et puis aussi par les ours polaires, bien sûr. Donc vous voyez bien que s'il n'a plus de banquise, il ne pourra plus avoir ses petits. Donc ça pose un problème au niveau du renouvellement de la population. Je termine sur les espèces, la vie, l'écosystème de la banquise. Le fait que la banquise fonde, en fait, y a pas de, je ne vais pas porter un jugement sur les choses, mais juste un constat, c'est que les espèces qui viennent au pôle Nord quand il y a moins de glace, comme les orques, les espèces migratoires qui migrent,
viennent beaucoup plus au détriment des espèces endémiques. Je vous ai juste mis 2 photos avec le beluga qui est complètement endémique et puis les orques qui, elles, viennent chasser, bien sûr, puisqu'elles ont cette opportunité. Donc il y a des changements, indéniablement. Je termine sur cette première partie en vous disant que voir, toucher, ressentir l'océan, c'est essentiel. Il n'y a aucune démarche écologique qui peut fonctionner si on n'a pas un lien dans sa chair avec la nature et en premier lieu avec la mer, puisqu'on vient de la mer. Mes collègues l'ont bien précisé tellement aujourd'hui, ce soir. Notamment, j'ai l'image en tête de cette soupe primitive là, que nous a montré Gilles, que nous a rappelé Gilles, tous ces petits organismes qui sont en fait notre origine, et on l'oublie. Et quand on va en mer, quand on ressent l'organisme dans l'eau, eh bien, on ressent physiquement et philosophiquement, pour revenir sur Michel Serres, que l'on vient de la mer. Donc il faut aller dans l'eau. C'est vraiment très important. La photo de droite, en fait, vous voyez que j'ai une espèce de moufle particulière que j'avais fabriquée, parce que l'eau est tellement froide quand elle avoisine -1, hein, puisqu'elle gèle à -1,8. La seule façon d'avoir les doigts qui ne gèlent pas, c'était d'avoir fait une moufle, comme pour le ski. Et à droite, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que ça, c'est pas la banquise, c'est un iceberg. Et en fait, quand j'ai touché cet iceberg, j'ai ressenti une très forte émotion, un peu philosophique, pour revenir à Michel, parce que les icebergs de l'Arctique, ils viennent directement de l'Inlandsis, et c'est le seul vestige des glaces du Quaternaire. Donc en fait, quand on touche ça, on revient dans une ère du temps géologique, et ça nous fait relativiser sur plein de choses, et ça nous fait, pour reprendre le mot très important qu'a pris Gilles tout à l'heure, ça nous fait quitter notre arrogance d'humain et revenir sur l'océan en tant qu'habitat. Alors voilà mon champion du monde d'apnée, mon océanographe préféré, pardon, pour vous, et aussi le grand explorateur qui est l'éléphant de mer. Donc voilà, on va quitter l'arrogance des champions du monde d'apnée humain. Mais le plus grand plongeur, en fait, c'est un éléphant de mer. Et je reviens sur la connaissance et cette transition personnelle que j'ai, qui est de vouloir donner la parole aux scientifiques, avec un magnifique projet de film scientifique sur les recherches de Christophe Guinet, que voilà, vous devez sûrement connaître, qui, depuis une quinzaine d'années, a développé avec plusieurs, on va voir, avec plusieurs organismes scientifiques, mais en tout cas, il a eu cette idée géniale de mettre des balises sur les éléphants de mer. Pourquoi? Parce qu'ils vont explorer des zones qu'aucune balise Argos ne peut visiter. Donc voilà, j'en arrive sur la connaissance, le partage des connaissances, et essayer de, comme on le fait ce soir avec cette conférence, d'écouter les scientifiques et surtout de leur donner la parole, parce que parfois on ne leur donne pas assez la parole. Et je pense à mon métier de réalisatrice de documentaire. On voit beaucoup de court-circuits, ça reprend les toutes premières choses que Gilles a dites tout à l'heure, des court-circuits, des fake news, en tout cas des raccourcis sur les recherches scientifiques, et c'est extrêmement dommage. Et aujourd'hui, dans le documentaire que je suis en train de préparer sur les recherches de Christophe, eh bien, c'est un énorme travail d'investigation pour moi, pour comprendre ce qu'il fait et comment on va pouvoir mettre en valeur, mettre en lumière 15 ans de recherche sur les données océanographiques qu'il a recueillies, qu'il continue de recueillir avec ces explorateurs de l'extrême que sont les éléphants de mer. Donc, ce programme de recherche, il vient d'une nécessité, d'un manque de données qu'il y a sur l'océan austral. On connaît beaucoup l'Arctique, on était au pôle Nord tout à l'heure, maintenant je m'approche plus de l'Antarctique, parce qu'on a très peu de connaissances sur l'océan austral, parce que c'est le plus inaccessible, le plus reculé, et que jusqu'à présent, les mesures qu'on peut faire, bien sûr, c'est avec des navires, avec des balises Argos, mais durant l'été austral et durant l'hiver austral, on ne peut pas. Mais lui, il peut. L'éléphant de mer, il peut. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est une plateforme d'observation océanique exceptionnelle, et pourquoi ce que je vais raconter dans mon film, en fait. C'est la première fois que je raconte ce qu'il va y avoir dans mon film avant de l'avoir tourné, mais ça me semble très important, parce que les témoignages de vive voix, c'est essentiel.
Donc c'est un champion du monde apnée, on va voir pourquoi. C'est un explorateur né. Il navigue des Kerguelen qui sont encore dans l'océan Indien jusque dans l'océan austral, et puis il passe sous le pack ice, sous la banquise, il va vraiment se rapprocher du continent antarctique, et ça, aucune balise Argos ne peut le faire. Et puis il a un mode de vie philopatrique. Ça vous semble un peu étrange ce mot, mais en fait c'est tellement simple à comprendre. L'animal qu'on connaît tous, philopatrique, c'est le saumon. Ça veut dire revenir sur sa patrie d'origine, sur sa terre natale. Donc c'est un mode de vie très intéressant qu'il a. Alors je vais aller très vite, hein. Je ne vais pas du tout rentrer dans des chiffres et tout ça. Moi je vais vous présenter cet animal extraordinaire et pourquoi les scientifiques s'y intéressent depuis 15 ans. Et je voudrais vraiment vous le présenter. Pourquoi c'est un plongeur d'élite? Il plonge, son record du monde d'apnée est tellement plus fort que le mien. Il est allé à 1850 mètres. Voilà, pour les derniers enregistrements, peut-être qu'il y a plus. En tout cas, on l'a déjà enregistré là. Donc, il est plus fort que le cachalot. C'est quand même... Je tiens à le préciser parce que souvent, on pense que c'est un animal pâteau qui ressemble à rien. Mais en fait, c'est un animal extraordinaire. Et il est fou d'intelligence, d'adaptation. Et voilà. Il passe entre 20 et 30 minutes en apnée sous l'eau. Donc, encore une fois, moi, je suis rien à côté avec mes quelques minutes. Et il plonge en permanence pour ça. Et pas moi, c'est pour mon plaisir et pour l'exploration gratuite. Lui, c'est pas gratuit. Lui, c'est pour s'alimenter qu'il plonge. Il doit plonger très, très profond pour aller chercher des proies. Et il a plein de stratégies pour ça. Donc, c'est un plongeur d'élite. Et il y a aussi, là, on a parlé de la profondeur, mais... Il navigue énormément, il peut faire jusqu'à 2000 km. C'est à peu près la distance qu'il y a entre les Kerguelen et le continent antarctique que vous voyez. Donc c'est un explorateur né et il va dans les abysses jusqu'à l'océan glacial antarctique.